partenaires, chers amis, merci beaucoup de votre présence ce soir à l'Union française de Montréal. Je suis très heureuse d'ouvrir cette soirée France. Nous l'organisons, comme vous l'avez vu, dans les locaux de l'Union française de Montréal, et nous l'organisons aux côtés du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, d'Expertise France, de la NRS Maladies infectieuses émergentes et du CRIPS pour un débat d'1 heure qui sera suivi d'un cocktail. Je souhaite tout d'abord saluer la présence du professeur Jean-Pierre Routy, coprésident de AIDS 2022, ainsi que de l'ensemble des intervenants au débat qui sera modéré par Michel Kazatchkine, conseiller spécial auprès de l'OMS, ancien directeur exécutif du Fonds mondial. Pour échanger avec vous ce soir, ou devant vous ce soir, nous aurons Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial, Jérôme Weinbach, délégué adjoint aux affaires européennes et internationales au ministère des Solidarités et de la Santé en France, Mamadi Hila, coordinatrice adjointe des États-Unis pour le VIH-Sida dans le monde, chargée des relations multisectorielles au département d'État américain, Aimé Mboyoen Kosso, directeur du PLNS en République démocratique du Congo, Bintou Dembélé, directrice d'Arcade Santé Plus au Mali, Daniela Rojas Castro, directrice du programme de recherche, d'un programme de recherche sur la santé communautaire à Coalition Plus en France. Les débats seront clôturés par M. Yazdan Pana, directeur de la NRS Maladies infectieuses émergentes, et par Jean Spiry, vice-président du CRIPS. Les débats auront lieu en français et en anglais. Il y a une traduction simultanée. Ceux qui ont besoin de traduction et qui n'auraient pas encore eu de casque peuvent se manifester, nous leur en remettrons. Bien. Donc à moins de 2 mois de la conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial, qui doit réunir au moins 18 milliards de dollars US pour les années 2023-2025, nous avons décidé de consacrer ce débat à la capacité du partenariat du Fonds mondial à apporter une réponse à des crises de différentes natures et à participer de la résilience des systèmes de santé. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Pierre Routy. Cher Jean-Pierre. Merci beaucoup Hélène. Bonsoir à tout le monde. Alors, je suis le coprésident du congrès SIDA ou AIDS 2022. Je suis né à Aix-en-Provence et je suis venu au Québec à l'âge de 33 ans. Donc je représente la francophonie des 2 côtés de l'Atlantique et très heureux de vous accueillir dans la très belle ville de Montréal. Et il y a encore 2 mois, nous n'étions même pas sûrs que nous pourrions avoir une réunion en personne au Congrès par les bons et rebonds de la Covid et la législation de la santé publique. Donc c'est pour moi une très grande joie de vous accueillir tous et toutes à Montréal en français. Et de ce qui a été débattu ou présenté ce matin, c'est sûr que les finances, le maintien à long terme des infrastructures de prévention, de soins et de tentatives d'éradication du VIH est capital. Et probablement, c'est vous qui tenez ou qui êtes aux manettes pour maintenir et augmenter ces fonds. On l'a vu ce matin pour le Canada, aucun ministre, aucun Premier ministre ne s'est présenté et le ministre qui devait venir a annulé à 1 heure du matin aujourd'hui, c'est-à-dire c'était ce matin, sa participation. Donc vous voyez ce que vous faites de la résilience est très important et c'est de cette force-là qu'on a besoin pour qu'on puisse bloquer l'épidémie, la pandémie de VIH. Alors bienvenue et merci d'être là en français et en anglais pour ceux qui ne le parlent pas encore. Merci. Merci beaucoup Jean-Pierre. Michel, je crois que je peux vous laisser la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et donc, nous allons maintenant avoir une discussion avec 6 panélistes de premier plan sur le thème des investissements du Fonds mondial dans la résilience des systèmes de santé en période de crise. Alors, j'aimerais juste dire que le Fonds mondial a investi dans les systèmes de santé dès le départ, dès les premières années du Fonds. Mais bien sûr, les premiers investissements
était surtout là pour permettre le financement des infrastructures de laboratoire, des personnels de santé qui permettraient au programme de lutte contre le sida, contre la tuberculose et contre le paludisme de se développer et de passer à l'échelle, comme on disait, dans des premières années du Fonds mondial où l'augmentation du nombre de patients sous traitement était véritablement exponentielle. Et puis, petit à petit, ces investissements dans les systèmes de santé se sont, si j'ose dire, transversalisés. Et comme Peter Sands le rappelle souvent, il s'agit pour le Fonds mondial à la fois d'apporter le soutien au système de santé dont la lutte contre les 3 maladies a besoin, mais aussi de contribuer à la structuration et à la résilience des systèmes de santé nationaux. Et cette philosophie de la polyvalence des investissements dans les systèmes de santé est bien sûr devenue particulièrement évidente avec la lutte contre la pandémie de Covid. Et c'est pourquoi, dans le plaidoyer que porte le Fonds mondial avant la conférence de reconstitution du mois de septembre, cet investissement dans les systèmes de santé prend une place particulièrement importante. C'est ce que nous, au sein des Amis du Fonds mondial Europe, nous soutenons très fortement. C'est un sujet que porte la France, c'est un sujet que portent la plupart des pays européens, c'est un sujet que la Commission européenne a aussi traditionnellement porté au Conseil d'administration du Fonds mondial. Et donc, sans plus attendre, nous allons entrer dans la discussion de panel. And I'd like to first to give you the floor, Peter. Peter is the Executive Director of the Global Fund. Peter. Thank you, Michel. And first of all, apologies at a French-speaking event for not speaking French. My French is not the best at the best of times, but after 11 meetings at the IAS today, it's almost non-existent, I have to say at this point. So I hope you will bear with me speaking in English. I wanted to talk about 2 aspects of what the Global Fund does in terms of health systems, and particularly in terms of countries which are extremely fragile or in states of conflict. In the jargon of the Global Fund, we call such countries challenging operating environments. And that's a bit of a catch-all phrase that covers everything from war-torn countries to countries with very, very weak central governments which don't have control over the whole country, to all sorts of different situations. I think we have 29 countries out of the 120 or so in which we operate, which we currently classify as challenging operating environments. And all that does is allow us to operate with a greater degree of flexibility. We often work with humanitarian partners, or we work with somewhat different structures for how we deploy resources. And it's, I think, an enabler of just being flexible, because none of these challenging operating environments are exactly like each other. I mean, if you think about situations like northern Mali as one example, where we work with humanitarian partners, or Ukraine, where we've been actively working with partners on the ground to reprogram grants and ensure that there is continuity of services in a very, very difficult situation, or Myanmar, which is another extremely complicated situation. You can't generalize across them. But I do think it's one of the strengths of the Global Fund partnership is that we're able to find ways of working with partners, both international and local partners on the ground in these extremely difficult situations. And I'm afraid there is no shortage of these extremely difficult situations. More broadly, in terms of the question around the investment in resilient systems for health, the Global Fund has been progressively increasing
its commitment to investing in resilient and sustainable systems for health. In this grant cycle, 21-23, three-year grant cycle, we will be investing about $4.9 billion in systems for health. That makes the Global Fund significantly the largest multilateral provider of grants for investing in systems for health. And the kinds of things we're investing in, as Michelle mentioned, laboratory networks, supply chains, primary healthcare facilities, infection prevention and control systems, the whole arena of capabilities and infrastructure that countries need to respond to infectious diseases. However, we don't actually think that that is enough. And one of the drivers behind the replenishment ask, our target of $18 billion, is that we want to be able to increase that level of investment in systems for health to, roughly speaking, $6 billion over the next three-year cycle. Because I think one of the lessons we've learned from the COVID-19 response is that if you want to be effective and efficient in deploying disease-specific interventions, you have to have resilient platforms. And we've seen this with a lot of what's happened with the COVID-19 response, is that we started off having issues around equitable access to the tools, and then we very quickly ran into the problem that when the tools were available, it wasn't possible to deploy them. And we need to crack that. And we need to crack that in a way that is sustainable. So I think, I'll stop here, but I just wanted to illustrate these two things because they're actually examples of the way the Global Fund Partnership works at two very different ends of the time spectrum. A lot of what we're doing when we're investing in systems for health is long-term investments, because ultimately systems for health, everybody gets very excited about technology and instruments and things, but ultimately it's about people. And it's about training, retaining, and recruiting people. So those are long-term investments, like the ones we're doing on addressing gender inequalities and human rights-related barriers. But that at the other end, increasingly we're finding that the Global Fund is having to be extremely nimble in responding to different kinds of crises. We did so in response to COVID-19, where in March 2020 we started making funds available, and then we created C19RM, our COVID-19 response mechanism. And with the generous support of donors, including Canada and including the US, we were able to, we effectively became the largest provider of support to low and middle income countries for everything other than vaccines. But we've also been responding to a lot of very country-specific situations, whether it's Afghanistan or Myanmar or Ukraine or whatever. And that's where our challenging operating environments model comes in. So we're finding ourselves increasingly operating at these two extremes of some very long-term investments that are critical to building resilient, sustainable, people-centered systems for health, and also some very nimble, responsive activity as we see crises emerge, whether driven by conflict or extreme weather events or other sorts of event. I'll stop there, Michelle. Thank you very much, Peter. Thank you. That clearly sets the scene and which directions you're looking at for the future three years at least. J'aimerais maintenant passer la parole à Monsieur Jérôme Weinbach, qui représente donc ici le ministère de la Santé. Et j'aimerais, en quelque sorte, vous êtes le représentant de la France ici dans ce panel. Et peut-être pourriez-vous nous dire quelques mots de la vision de la France et que la France défend sur la structuration et la résilience et la construction de la résilience des systèmes de santé, puisque la France a longtemps défendu cette thématique
au conseil d'administration du Fonds mondial. Merci pour votre proposition, puisque ce matin, et certains d'entre vous sont dans la salle, la question c'était où est la France? Je peux vous assurer que la France, et reste à définir ce que c'est que la France aussi, je vais vous expliquer comment on travaille sur cette réflexion sur la résilience des systèmes de santé. La France est à l'œuvre pour réfléchir et proposer des mesures concrètes pour avancer sur ce sujet qu'elle a toujours porté comme un pilier essentiel finalement de la stratégie en santé mondiale, la sienne, celle de l'Union européenne et celle dans les liens qui l'attachent ou la relient avec le Fonds mondial. La France, à travers nos ministères, c'est bien plus aujourd'hui que la seule sphère des ministères. C'est une équipe France que nous avons assemblée avec des associations, des académiques, des politiques et des ministères pour travailler actuellement à notre nouvelle stratégie. Et la résilience des systèmes de santé face aux crises est au cœur de la prochaine stratégie de la France qui sera stabilisée en 2022 avec l'aide de tous ces travaux que nous menons en équipe France élargie avec les associations, les ONG, comme j'ai dit, et toute la société civile. On se réunit très régulièrement pour avancer sur nos axes. Cette vision, donc, elle est française, mais elle doit s'aligner aussi sur la résilience des santé aux stratégies européennes, bien sûr, et aux stratégies des grandes organisations internationales en la matière. C'est essentiel de marcher ensemble, de mettre toutes nos ressources disponibles sur cet enjeu qui nous paraît un enjeu pivot, si vous voulez, non seulement pour atteindre les objectifs de 2030, mais aussi pour structurer durablement tous les projets, tous les efforts que nous mettons en place, également avec Expertise France, à travers l'initiative dans le monde, avec nos partenaires locaux. La résilience, c'est pour faire face aux crises. On travaille beaucoup actuellement sur la préparation, la prévention, la réponse aux crises épidémiques et pandémiques. Il faut penser plus large aussi. C'est un vrai sujet. On le voit, on a parlé d'Ukraine, mais on peut parler des canicules et du changement climatique qui impactent nos systèmes de santé. On peut parler également des conséquences secondaires, des guerres, des crises. Cet hiver, nous aurons à affronter une crise énergétique qui va impacter les systèmes de santé, qui va impacter des transitions numériques. Quand on se fait soigner à la maison et qu'il n'y a plus d'électricité ou de chauffage, si ces crises ne sont pas prévues, nous allons avoir à nouveau des impacts délétères sur nos objectifs et nos objectifs 2030. Et la solidarité doit s'exprimer aussi dans ce domaine. Donc pensons large sur la nature des crises parce qu'aucune crise ne se ressemble, elles se succèdent, s'additionnent, mais on ne sait jamais d'où la prochaine arrive et les réponses sont aussi spécifiques. Avant toute chose, nous considérons dans notre vision française qu'au cœur de cette question des résiliences des systèmes de santé, il y a de l'humain, il y a des femmes et des hommes, que ce soit les professionnels, que ce soit le personnel paramédical, que ce soit les aidants, les familles, les proches et les patients eux-mêmes qui sont impliqués sur cette question de la résilience des systèmes de santé. Le système perd en attractivité pour les professionnels. Il faut absolument appuyer et travailler à cette attractivité, travailler à la formation aux nouveaux métiers. Et je me réjouis que la France accueille sur son territoire l'Académie OMS, qui, aux côtés du Fonds mondial, va jouer aussi un rôle dans la formation et dans le renforcement des ressources humaines en santé. C'est un pilier aussi essentiel et c'est par là que tout commence sur la résilience des systèmes de santé. Au-delà de ça, bien sûr, il y a des questions d'infrastructure et il y a des questions de réforme durable. Nous devons travailler avec les gouvernements et à commencer par nous-mêmes sur des réformes durables pour cette résilience des systèmes de santé. Ça nous paraît essentiel. Il y a des outils pour le faire, y compris des outils européens. Il y a une DG Réforme qui appuie à l'échange de bonnes pratiques pour des réformes durables assurant cette résilience des systèmes de santé. On doit travailler ensemble et partager nos expériences en la matière avec d'autres États,
avec des communautés, quand il s'agit d'approches communautaires, c'est très important. Quel rôle la France souhaite donner à son partenariat dans l'ensemble de ces sujets avec le Fonds mondial? La France a été moteur et première dans son soutien, bien sûr, au Fonds mondial, et nous maintiendrons le cap dans notre soutien au Fonds mondial. Nous estimons que le Fonds mondial, avec des moyens renouvelés, une reconstitution du fonds, peut faire plus sur la résilience, et nous nous y engageons nous aussi à notre niveau avec l'initiative. La résilience des systèmes de santé, ce n'est pas qu'une question d'intrants ou de substitution sur prise en charge des ressources humaines. Comme je l'ai dit, ce sont des enjeux beaucoup plus profonds, de réforme également, de promotion et de prévention de la santé, parce que bien sûr, les systèmes de santé se porteront d'autant mieux si on prévient bien sûr à la fois les crises, les maladies, quelles qu'elles soient, infectieuses comme chroniques. Donc ce sont des enjeux interconnectés sur lesquels il faut travailler demain avec le Fonds mondial, et nous poursuivrons ces enjeux avec un soutien renouvelé bien sûr à la hauteur pour y travailler du Fonds mondial. Je vais m'arrêter là pour laisser la parole à mes collègues. Merci beaucoup. Merci aussi de votre toute dernière phrase sur le fait que la France sera bien présente à la reconstitution. And now I'd like Mamadi to give you the floor. Mamadi Yila is the Deputy AIDS Coordinator at the State Department. Mamadi, the PEPFAR, when it was actually founded, just as the Global Fund, was very vertical, very focused on the 3 diseases. The context has changed. The focus on the resilient health systems has grown in what the countries expect from international donors. And of course, COVID has led it to rethink some of our instruments. So could you tell us about what's your view with PEPFAR of this particular issue? What's your contribution, and how do you work with the Global Fund to contribute to more resilient health systems in situations of crisis? Thank you. So thank you all very much, and I feel very humbled that most of the people in the audience don't have earphones on because they can speak both languages. So thank you for bearing with me as well for speaking English. It's a pleasure to join the debate this evening, and we were asked specifically to comment on the Global Fund's ability to help countries respond with resilient health systems. And so we want to start by saying that the Global Fund cannot help countries without predictable financing in the needed long term. So as the United States, we will host the 7th replenishment for the Global Fund this September, and we take this opportunity to thank both France and Canada for successful 5th and 6th replenishments that brought us to this point. President Macron's extraordinary leadership and enthusiastic hosting of the 6th replenishment was inspirational. France has consistently demonstrated its commitment to global health as the 2nd largest donor to the Global Fund, and its strong support for the COVID-19 response. So we know France's leadership will be key in securing additional contributions to help us raise the $18 billion that we need. So I wanted to start with that first. Since 2002, the US has supported the Global Fund's critical work, and it has been bipartisan, both sides of our government, through numerous administrations. We believe the fund is a highly effective mechanism, and just yesterday, our newly minted Global AIDS coordinator, John Kangasong, spoke to his intention to promote a strong collaboration and coordination with the Global Fund for our common purpose through the instrument he manages, which is the PEPFAR program. Amongst our priorities, and I must say,
it's such a timely moment to have the new leadership that we have at PEPFAR, because for many of you who are familiar with Ambassador Kengasong, he spent the last 5 years, and definitely these last 2.5 years, leading on COVID on the continent of Africa. And he mentioned to our teams yesterday, we had an annual meeting, that one of the things he's hoping that we can advance, and it is something that we will be doing very much within the partnership with the Global Fund, is around regional manufacturing and market shaping. And he gave an example that he said was simply not acceptable, that hundreds of millions of rapid tests are conducted on the African continent every year, and yet 0 rapid tests are made on the continent. And that COVID really exposed that vulnerability, which he describes as a health security vulnerability for the countries that we support through both our partnership at PEPFAR and the Global Fund partnership. So the health system argument is so prominent for all of us right now, and I think we have a leader at PEPFAR who wants to seize on that moment to help us realize what countries have been asking for in a resilient health system, and that that would also include strengthening local partners who showed us during the COVID pandemic, when many of us left the countries, that they could actually deliver services and do that in an innovative way and find local solutions to support the beneficiaries. Over the last 20 years, both PEPFAR and the Global Fund have invested billions of dollars in the 3 diseases. And we have strengthened health systems, but not with the intentionality that we believe the moment calls for now. And I think that's some of what we're going to see in a different way, that countries are going to be able to come up with their own solutions and find partners in both us and the Global Fund to actually make that work. And I don't say that as a criticism of what we've done these last 17 years. If that infrastructure wasn't there, we would have done poorly with COVID. You didn't actually have to put the lab networks together. They were there for HIV, TB, and malaria, and you could utilize them for COVID. But I think the countries are telling us that the COVID response that they mounted is an example that they would like us to support them enhance. So I'll give you a concrete example there. When we invest in our specific diseases and the laboratorians are trained and they're HIV lab techs, what we learned through COVID is that they should be lab techs for anything. They're going to help us deliver on HIV and help us deliver on TB and help us deliver on malaria, but you want them to be able to deliver on any pathogen that comes along. We also wanted to comment on the C19RM mechanism and the opportunity that it presented for the Global Fund to have an instrument to help countries, and which has actually been a lot of the argument that Peter is making about the case for the fund in the 7th replenishment, that the Global Fund is an instrument through which we can do, we can certainly support countries to build more resilient health systems, and they have shown through through C19RM that they are able to adapt and be versatile to do that. So I think I will close my comments by saying to you, Michelle, that we are ready in this moment to not let the COVID crisis and what it showed us go to waste. We're going to learn from it, and we're going to be there to make a difference as we try to get to our 2030 goals. Thank you. Thank you very much. Very clear. And wonderful to hear how the two institutions work together. A quick question, Peter. Do you think in this post-COVID way of thinking that we're discussing, the CCMs should somehow be changed or reconsidered? They've been very 3 diseases focused somehow. It's funny you should ask that, because actually
the Global Fund board spent a couple of hours earlier this week talking about the implications for the new strategy on the way CCMs work. I don't think it's a matter of a radical change. It's the CCM, for those of you who are not so familiar with the Global Fund, the CCM is the country coordinating mechanism, and it's an inclusive body. It includes civil society, affected communities, the private sector, the government, development partners, technical partners such as WHO, all together. And they make the decisions on what Global Fund resources are going to be used for, and they select the implementing partners. Now, as you say, they have typically in the past been focused, and rightly so, because of our mandate, on HIV, TB, and malaria. And I think as time evolves, we will want to ensure that we get the right mix of voices so that some of this more intentional investment in broader capabilities comes through. Now, in many cases, I think that already exists, but in other cases, it'll require somewhat more change. I mean, we're talking about 100 and something CCMs, so there is quite a diversity of capability and style and way of working. But to your question, we are actively thinking about and engaging on how CCMs should evolve to deliver the way we want the strategy to work. Thank you very much. Et nous allons maintenant aller sur le terrain, grâce à vous, Monsieur le Directeur, Monsieur Aimé Mboyo Nkozo, qui est le directeur du Programme national de lutte contre le sida en RDC. Quelle est votre perspective sur le terrain? Bien sûr, le PEPFAR est présent, le Fonds mondial est présent, vous établissez votre programme. Comment la lutte contre le Covid, la réalité de la lutte contre le Covid, a-t-elle changé votre vision? Comment se passe ce changement qu'on perçoit un peu partout de la verticalité vers plus d'horizontalité pour vous, directeur d'un programme vertical, celui de la lutte contre le sida dans la République du Congo? Merci. Merci pour la parole. Nous parlons de contexte de crise, mais il faut dire que la République démocratique du Congo la traverse effectivement, cette crise, due notamment à la pandémie de Covid-19 que nous connaissons, mais aussi crise provoquée par de conflits armés à l'est du pays. Et nous avons donc 4 considérations à partager. La première considération porte sur les ressources humaines. La deuxième va porter donc sur le système d'information sanitaire. La troisième sur les financements. Et la quatrième considération sera tournée sur l'engagement communautaire. Alors, l'expérience vécue en tant que programme vertical de lutte contre le VIH, dans le contexte de la Covid-19 notamment, il faut dire qu'il est essentiel que les ressources humaines, le professionnel de santé, puissent être de qualité, bien formés, renforcés, pour pouvoir faire face aux différentes crises. Donc ça, c'est le premier élément à considérer. Le deuxième, c'est que les systèmes d'information sanitaire doivent fonctionner de manière optimale pour servir d'aide à la planification sanitaire, mais aussi servir d'aide à la décision au niveau des autorités sanitaires et même au niveau des autorités politico-administratives. Alors la troisième considération à émettre, c'est par rapport au financement. C'est vrai, nous bénéficions des appuis du Fonds mondial,
du PEPFAR et même de la France. Hein. Mais je crois qu'il est essentiel qu'il y ait de financements locaux, de financements qui soient pourvus par le gouvernement de la République pour pouvoir garantir la pérennité des actions, la pérennité des interventions. Ça, c'est essentiel. Un financement qui devrait non seulement soutenir des prestations sanitaires, mais aussi voir comment encourager, promouvoir la recherche. Et c'est très important. Alors, la dernière considération que nous voulons partager, c'est l'engagement communautaire. En tout cas, nous avons beaucoup appris dans le contexte de la Covid, où il était pratiquement difficile, n'est-ce pas, que les services soient offerts au niveau des structures sanitaires. Et donc, c'est au niveau de communautés où on a vu les acteurs de la société civile se mobiliser pour pouvoir assurer le continuum de services. Et donc, l'engagement communautaire doit être soutenu pour pouvoir, n'est-ce pas, relayer les systèmes de santé en tant que tels. Et donc, ces acteurs de la société civile demandent à être soutenus, demandent à être financés pour agir sur la promotion de comportements responsables, mais aussi toutes les questions liées à la stigmatisation, à la discrimination et au rejet de personnes atteintes de maladies, notamment du VIH, au niveau de communautés. Donc voilà les 4 considérations que nous pouvions donc émettre. Merci. Merci beaucoup, merci de vos propos et merci d'avoir mis l'accent sur l'engagement communautaire et voilà une excellente transition avec notre prochain intervenant qui sera Bintou Ndembele. Mais merci aussi d'avoir parlé de l'importance des investissements nationaux parce que, bien entendu, les investissements du PEPFAR, les investissements du Fonds mondial sont là, les investissements de solidarité dans la lutte contre les maladies, mais les systèmes de santé se construisent avec les financements nationaux et nous vous avons bien entendu, il est essentiel que les financements venant du Fonds ou de PEPFAR ne déplacent en rien les financements et les investissements nationaux qui doivent continuer de croître parce que, comme l'avait dit Jérôme Weinbach aussi plus tôt, les prochaines crises continueront de survenir dans le contexte global où nous nous trouvons. Alors le Mali, ce beau pays, est aussi en difficulté, traverse des défis. Et cher Bintou, peut-être pouvez-vous nous dire, dans ce contexte actuel du Mali, comment vous réfléchissez, comment Arcade Santé Plus se place dans la lutte contre les maladies et votre contribution à des systèmes de santé résilients, en particulier, bien sûr, les systèmes communautaires dont Monsieur le Directeur vient de souligner l'importance. Merci beaucoup, Michel. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole ici, au nom de mon pays, pour parler justement de cette question essentielle de résilience des systèmes de santé. Vous savez sans doute que depuis 2012, mon pays, le Mali, fait face à une crise multidimensionnelle. Une crise multidimensionnelle qui a différents visages. Sécuritaire, c'est la présence des groupes armés dans les régions du Nord et du Centre. Politique, avec 2 coups d'État réalisés en 10 ans. Et tout récemment, la crise sanitaire avec le Covid. Tout cela a bien sûr des conséquences sur le système de santé en général et en particulier la lutte contre le sida. Je m'en vais vous donner des exemples en décrivant l'architecture de la lutte contre le sida dans mon pays, tout simplement.
L'instance de coordination suprême, c'est le Haut Conseil national de lutte contre le sida, rattaché à la présidence. Et aujourd'hui, le sida n'est pas dans l'agenda des politiques au Mali. Nous avons, comme on dit, d'autres chats fouettés. Et par exemple, le Haut Conseil national de lutte contre le sida, qui était une session annuelle qui s'est tenue à la présidence de la République, ne se tient plus au moins depuis 10 ans. Donc, il n'y a pas grand-chose. Or, c'est cette instance qui assurait le leadership, la multisectorialité, la coordination de la lutte contre le sida. Le ministère de la Santé, à travers la cellule sectorielle de lutte contre le sida, aujourd'hui, je vais vous affirmer que l'effort de guerre a diminué de façon drastique les financements des différents ministères. Et pour le petit exemple, au moins 85% des financements des différents ministères sont coupés au profit de l'effort de guerre. Les organisations de la société civile, la plupart des organisations de la société civile souffrent quasiment de l'absence de financement bilatéraux. Aujourd'hui, la lutte contre le sida est financée dans mon pays à 80% par le Fonds mondial et un soutien conséquent du PEPFAR. Mon pays ne finance pas la lutte contre le sida. Aujourd'hui, nous, organisations de la société civile, notre second problème, c'est quoi? C'est la montée de l'islamisme violent qui nous interdit d'aborder certaines populations particulières qui sont les moteurs de l'épidémie. Nous avons une violation flagrante des droits de l'homme dans mon pays concernant justement cette population vulnérable que nous avons pendant toutes ces années sortis de la clandestinité. Nous les avons renforcés. Mais maintenant, c'est difficile. Parce que justement, ce sont ces leaders religieux qui constituent, entre guillemets, les électeurs, qui cherchent les électeurs pour les futurs candidats de mon pays. Donc, c'est compliqué. Et je dirais que nous avons le stand-by, je dirais, sinon le retrait, de certains partenaires stratégiques de mon pays. Et nous en sommes, la santé est un dommage collatéral. Tout cela se reflète dans nos résultats. Aujourd'hui, les 3,95, qu'est-ce qu'il en est? Le premier, c'est seulement 54% des personnes qui devraient savoir leur statut sérologique le savent. Seulement 52% des personnes qui devraient avoir les ARV l'ont. Et moins de 20% des charges virales sont correctement réalisées. Il est là le problème, tout simplement. Que devons-nous faire? Retrousser les manches. Maintenir les partenariats que nous avons aujourd'hui avec PEPFAR, avec le Fonds mondial, avec la France, avec tous les bilatéraux. Nous souffrons. Maintenir des partenariats, mais aussi inventer d'autres partenariats. C'est de cela qu'on a besoin dans mon pays aujourd'hui. Rendre le système résilient. Comment peut-on rendre le système résilient sans aucune aide? Nous ne sommes pas capables de le faire. Il n'est pas possible de le faire. Comment un système de santé affaibli? Un système de santé dont, dans les régions du Nord, le personnel de santé a déserté. Les services sociaux de base, comment ça se passe? Ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien. Heureusement que le Fonds mondial existe.
Heureusement que malgré ce contexte d'intervention difficile, nous continuons à avoir des financements du Fonds mondial. Nous continuons à avoir les financements du PEPFAR. Imaginez, si ces financements n'existaient pas, que se serait-il passé? Je n'ose pas l'imaginer. Je vous remercie. Merci. Merci Bintou. Je crois qu'on ne pouvait pas envisager de plaidoyer plus convaincant sur ce sujet de l'importance qu'il y a pour l'ensemble du monde à financer cette reconstitution du Fonds mondial et pour le Fonds mondial de s'engager fortement dans le soutien à la résilience des systèmes de santé, singulièrement dans les pays en crise. Alors nous avons encore une intervenante du milieu qui va nous apporter aussi une perspective communautaire. C'est Daniela Rojas-Castro, directrice de la recherche à Coalition Plus. Tout à l'heure, dans un symposium à NRS sur la recherche et le rôle des communautés dans la recherche, quelqu'un est intervenu en soulignant le fait que, mais peut-être est-ce vous, Bintou, je ne sais plus trop, quelqu'un est intervenu en disant que Coalition Plus était l'exemple même de ce que, dans le domaine du sida, le monde communautaire s'était organisé et que donc le partenariat avec la recherche pouvait se faire assez facilement. Dans d'autres maladies, on ne voit pas cela. Quel est donc votre éclairage et votre perspective sur le débat de ce soir? Merci beaucoup. Bon, c'est toujours difficile d'être la dernière avant un cocktail, donc je vais essayer d'attirer beaucoup votre attention. Non, il y a encore le directeur de la NRS. Oui, bien sûr, pardon, Jason. Et je vais revenir sur certaines choses pour raconter un peu cette expérience de Coalition Plus sous le prisme de la recherche. Et peut-être une première réflexion que je voudrais faire, c'est le concept de résilience. On a tous parlé de résilience, mais résilience veut dire plusieurs choses en fonction de là où on est. Et c'est un concept qui vient de la physique pour montrer la valeur qui caractérise la capacité de souffrir un choc. Et il est utilisé aussi pour les milieux de l'informatique pour dire qu'un système peut continuer à fonctionner malgré le fait qu'il y a une panne. En écologie, veut dire encore autre chose, c'est la capacité de revenir, de reconstruire après quelque chose comme un incendie. Et je vais finir avec la définition de la psychologie, qui est ma discipline, et parce qu'elle apporte une chose en plus, qui est cette capacité de se construire et reconstruire après un événement traumatisant, comme ça peut être une crise. Et je dis ça parce que je pense que des crises, on doit sortir avec des choses améliorées, qu'on doit apprendre, pas seulement pour supporter les chocs, mais pour apprendre à faire mieux. Donc ça, c'est une première idée que je voulais faire. L'expérience de Coalition Plus est très liée au fait que nous, on représente ce qu'on appelle les systèmes de santé communautaire. Et on peut parler aussi des systèmes publics, des systèmes privés. Mais en fait, c'est que nous... on est tous des services qui offrent des soins, mais nos portes d'entrée sont différentes. Et ce qui nous caractérise, nous, système de santé communautaire, c'est le fait que nos portes sont ouvertes à des populations très spécifiques et qui sont très, parfois minorisées, parfois discriminées, qui sont plus vulnérables et qui vont avoir une ouverture plus importante à venir chez nous parce que nous, on a un ancrage de terrain, parce que les acteurs qui fonctionnent dans ces systèmes de santé communautaire sont membres de ces mêmes communautés, et surtout parce qu'on n'est pas qu'une porte d'entrée, je dirais aussi qu'il y a une porte de sortie, parce que c'est nous qui allons voir les gens quand ils n'arrivent pas chez nous. C'est nous qui allons faire de l'outreach, c'est nous qui allons questionner par le biais de la recherche, par exemple, quels sont les besoins, quelles sont les choses qui sont en train de se mettre en place pour répondre aux urgences sanitaires. Donc, est-ce que notre système de santé communautaire a souffert
de cette crise Covid? Oui, bien évidemment, comme tous les autres. Certains services ont dû être fermés, d'autres ont dû évoluer, raccourcir ses activités. Mais est-ce qu'on a été résilient? Absolument oui aussi. Et ça, c'est parce que nous sommes un système de santé qui a été construit dans une situation de crise. On a une expérience de 40 ans de vivre une crise sanitaire, qui est celle du VIH. Nous avons dans notre ADN un besoin de s'adapter chaque jour, de découvrir chaque jour qu'est-ce qu'on peut offrir de nouveau, de questionner chaque jour qu'est-ce que les gens ont besoin et qu'est-ce qu'on peut faire pour réaliser ça. On prend des risques que les autres systèmes de santé ne peuvent pas. Pour revenir à la question de l'étude EPIC qui avait été au début la sollicitude de cette présentation, quand la crise arrive, on met en place un fonds d'urgence pour répondre et respecter un paquet minimum de services qu'on doit offrir. Aimé le disait avant, c'est les services communautaires qui ont continué à faire du dépistage, de délivrance des ARV, etc. C'est grâce à ce terrain que les soins ont pu continuer. Et nous, forcément, on s'est dit, bon, là, les projets de recherche qu'on avait financés par l'ANRS ou par United, on a dit, on va ralentir la machine, on va freiner, on va adapter, mais là, il y a une autre urgence. Et ce qu'on a entendu de tous nos points focaux de recherche, des Amel à la LCS, des Gareth et des Gouffran à l'île Maurice, de Louis à Arcade, enfin, tous nos interlocuteurs nous disent, mais non, ce n'est pas le moment de freiner la recherche, tout le contraire. Il faut y aller, chercher des informations pour documenter tout ce qui est en train de se passer. On doit documenter les difficultés qui nous faisons face en tant que structure, en tant que personnes qui travaillent dans les systèmes de santé et pour les personnes qui viennent chez nous. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec une étude qui a été menée par 41 structures dans 33 pays différents, qui a été menée en 10 langues différentes et qui nous permettent de faire, par rapport à ce qu'on parle de partenariat, de faire des échanges avec les ambassades, avec les fonds mondiaux, avec tout type d'acteurs. C'est la première fois que certaines structures associatives ont pu avoir des rendez-vous avec leur ministère de la Santé. Ça produit pas seulement des données, mais aussi toute une série de nouvelles partenariats, de nouveaux lieux où pouvoir faire du plaidoyer qui a été fondamental. J'en ai quelques résultats juste pour vous dire à quel point, grâce à la transformation de ces activités menées par ces structures communautaires, on a pu, par exemple, parmi les travailleurs sexuels, qui déclarent qu'à 40%, qu'ils ont pu avoir, malgré la crise et le confinement terrible qu'on a pu avoir dans certains pays, avoir accès aux préservatifs dans des pays comme le Mali, Burkina, Algérie ou Brésil. On peut vous dire que parmi les 2000 personnes vivant avec le VIH, on a réussi à avoir un 90% des personnes qui sont toujours sous ARV parce qu'on a fait de la délivrance communautaire des ARV, chose qui n'est pas toujours autorisée dans certains pays. Donc, je peux juste finir en disant merci à cette militance sans faille, merci à tous ces bailleurs, partenaires qui nous soutiennent dans cette démarche et j'espère vivement que toutes ces données permettent d'avancer pour grandir et se reconstruire plus forte. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les 6. Hélène, nous sommes pratiquement dans les temps et merci, on a eu vraiment 6 éclairages différents, complémentaires, passionnants, émouvants, engageants. Et j'aimerais vous demander à nouveau d'applaudir nos 6 panélistes. Et je suis heureux de passer la parole maintenant à Yazdan Pana, directeur de l'ANRS/maladies émergentes.
Merci beaucoup, Michel, et merci d'abord aux organisateurs de m'avoir invité. Merci aussi aux intervenants, comme tu l'as dit, pour les témoignages extrêmement importants, émouvants. Merci, Bentou. Et je suis vraiment heureux d'être là avec vous. Alors, la préparation à des systèmes de santé résilients est un défi pour l'ensemble des acteurs. Et je pense que la crise Covid nous a démontré qu'aucun pays dans le monde, même les plus riches, n'était préparé à faire face à une crise de santé publique majeure. Et comme ça a été dit, il y a des pays qui font face à de multiples crises. Là, de nouveau, la crise de monkeypox montre que les alertes sur les émergences, les réémergences, continueront à affecter nos systèmes de santé fragiles. Et il est vraiment important qu'il y ait une riposte systémique. Et je pense que l'engagement du Fonds mondial au renforcement des systèmes de santé, à travers l'appui à la riposte contre les grandes pandémies, est à promouvoir et à féliciter. Et ça donne aussi vraiment une horizontalité à l'ensemble de ce que le Fonds mondial fait. Et comme l'a été souligné par Peter Sands, le directeur exécutif, quelque chose de très important sur le long terme, et ça a été rapporté, comment notamment ça a été servi pour la crise Covid, et je pense qu'il faut le souligner. Alors, moi je vais insister, avec votre permission, un peu sur la recherche, pour finir. Ça a été dit un peu par Daniela, mais je pense que dans cette résilience, dans ce renforcement des systèmes de santé, la recherche a aussi un rôle important à jouer. Alors, je ne vais pas beaucoup parler de la NRS, qui joue ce rôle de financement, de coordination, d'animation de la recherche, qui est engagée dans des programmes de recherche en France, mais aussi avec de multiples partenaires en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Mais je pense qu'à travers la recherche, nous pouvons contribuer de différentes façons au renforcement des systèmes de santé. D'abord, par le renforcement des ressources humaines, où on a un rôle important. Alors, on a la présidente de SAP de l'EDCTP qui est là, juste au premier rang, et l'EDCP joue un rôle très important pour le renforcement à travers des bourses pour les jeunes chercheurs, et je pense que c'est très important. Il y a le renforcement des infrastructures, le financement des équipements de laboratoires de recherche, mais aussi, je vais prendre l'exemple de surveillance génomique qui a été mis en place, notamment la NRS avec l'AFD, l'IRD ont mis en place un projet AfriScreen qui est un projet qui vise à renforcer les capacités techniques et analytiques de 13 pays africains, qui est extrêmement important, et on voit comment dans la riposte de ces différents pays à l'épidémie. Et c'est une contribution concrète au renforcement des systèmes de santé et de leur résilience. Il y a aussi les projets de recherche qui sont des projets de recherche pilotes qui, très rapidement, peuvent, pas toujours, mais peuvent ensuite s'étendre à l'ensemble d'un territoire comme un vrai projet opérationnel. Par exemple, bon, ça a été dit ce midi au niveau de symposium à NRS, le projet Drive au Vietnam, qui était un projet sur les modèles de dépistage, de prise en charge des usagers de drogues intraveineuses, qui était au départ un projet pilote financé par la NRS, mais qui était suffisamment convaincant pour conduire les autorités, et le Fonds mondial a financé son extension à l'ensemble des territoires. Donc, notre contribution à la recherche sur les systèmes de santé, leur préparation peut et doit être renforcée. Je pense qu'on ne fait pas assez, pour vous dire la vérité. Et je dis ça, nous, de la NRS, je dis ça aussi au niveau européen, parce qu'on a une vision européenne, et je pense que vraiment c'est quelque chose d'important, et il faut qu'on travaille plus sur les systèmes de distribution des médicaments, des vaccins, sur les délégations de tâches, sur le gouvernance du système. C'est vraiment important pour qu'au niveau des différentes agences de financement de recherche, on y travaille. Alors, on est maintenant, et au niveau français en tout cas,
très engagée en tant qu'agence de recherche dans le développement de la nouvelle stratégie de lutte, de nouvelles stratégies de santé mondiale en 2022-2027, qui est pilotée par notre ambassadrice Stéphanie Sédu sur la lutte contre les maladies, les urgences de santé publique et le renforcement des systèmes de santé. Et la recherche scientifique doit être au départ, je pense, engagée et impliquée dans ces programmes-là. Donc, pour terminer, la recherche doit avoir un rôle important. Il ne faut pas mettre un mur entre la recherche et la programmative. C'est extrêmement important, surtout à un moment où l'implémentation est si importante. Et pour essayer d'aboutir à un système de santé résilient, il faut vraiment renforcer notre savoir-faire en recherche sur les systèmes de santé. C'est une priorité. Une collaboration multipartenariale doit être favorisée. On a présenté la recherche communautaire, on a des décideurs, des stakeholders qui parlent ici. Et je pense que l'implication de l'ensemble des acteurs, chercheurs, des communautaires, des autorités sanitaires, c'est un objectif majeur pour arriver à cette résilience. Je vous remercie beaucoup et encore merci aux organisateurs. Merci beaucoup. Merci Yazdan. Tu as bien sûr tu as mentionné, et Jérôme l'avait fait aussi, la stratégie de la France en santé mondiale qui s'élabore actuellement, mais j'aimerais aussi rappeler à tout le monde que, avec un rôle important de la présidence française de l'Union européenne, l'Europe a aussi décidé maintenant, pour la première fois, de se doter d'une stratégie en santé mondiale, et que tous ces concepts que tu viens de rappeler comme importants, Yazdan, la place de la recherche, le rôle des communautés, tout cela doit absolument venir aussi sur la table dans la discussion, je crois, assez accélérée qui s'annonce de cette stratégie en santé mondiale de l'Union européenne. Nous allons maintenant clore le symposium avec quelques mots de Jean Spiri, vice-président du CRIPS, le CRIPS qui est l'un des partenaires de cette excellente réunion d'aujourd'hui. Merci Jean, à toi. Merci Michel. Alors je rassure Daniela et je vous rassure tous, c'est vraiment la dernière intervention avant le cocktail. Juste pour vous dire merci aux amis du Fonds mondial, merci à Hélène et à ses équipes d'avoir organisé cette soirée qui est en partenariat avec ce qu'on appelle un peu l'équipe France. L'équipe France, vous les avez cités, c'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est l'initiative Expertise France, cher Eric Fleutelot, je ne sais pas, tu es là, Eric. C'est bien évidemment le ministère de la Santé et de la Prévention, cher Jérôme, c'est la NRS, cher Yazdan, et ce n'est pas tout, c'est le CRIPS, mais c'est surtout aussi toutes les associations qui sont ici. Alors il y a Coalition Plus, il y a Aide, il y a SIDAction, il y a Alter T5, il y a ACT UP, et l'équipe France finalement c'est tout ça et c'est extrêmement important. C'est-à-dire, vous l'avez vu, Michel Kazachkin l'a dit, Yazdan Panel l'a dit aussi, cette soirée c'est un vibrant plaidoyer pour le Fonds mondial. Mais pour que ce plaidoyer, nous puissions le porter dans les semaines qui restent jusqu'à la conférence de reconstitution, on a besoin d'être tous ensemble. On a besoin des témoignages et on a besoin d'être tous ensemble. Alors cette soirée, elle est à l'Union française. L'Union française, c'est pas seulement l'union de la France, l'union de la recherche, des professionnels de santé, des pouvoirs publics, des associations. C'est une union plus large avec tous nos partenaires africains, francophones, du monde entier. Et surtout, pour que cette union se réalise, comme le disait Bintou Nambélé, il va falloir se remonter les manches. Et pour ça, je vous invite à prendre des forces, à venir discuter autour d'un cocktail, à faire ces alliances, à faire ces unions qui nous permettront d'être plus forts. Et j'espère dans quelques semaines que cette conférence soit une réussite, qu'elle soit une réussite financièrement, bien évidemment, nous en avons bien besoin après ces années Covid. Et aussi, encore une fois, un succès, parce que le Fonds mondial, ce n'est pas seulement des programmes, c'est pas seulement de l'argent, c'est aussi des droits humains et c'est aussi des progrès dans les pays
pas seulement pour les systèmes de santé, mais vraiment pour toutes les sociétés. Eh bien, écoutez, que ce cocktail soit l'occasion de bâtir ces alliances. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci d'avoir dit le mot recherche.